Moi en 1976, donc c'était ma première année de sapeur-pompier professionnel, j'étais en Seine-et-Marne. C'était un été extrêmement chaud, feux de forêt de partout, y compris en Seine-et-Marne, puisqu'on est parti sur des feux, on partait en renfort sur des feux en forêt de Fontainebleau. Et donc j'ai fait le voyage Melun-Fontainebleau dans un véhicule première génération, où on était à l'extérieur, assis perpendiculairement à la route, et j'en garde un souvenir traumatisant presque, encore aujourd'hui. La devise qui était sauver ou périr ou courage dévouement doit être pris avec effectivement beaucoup de doigté. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est que lorsque nous envoyons des équipages sur les lieux d'une intervention, qu'ils soient de secours à personne ou même d'incendie, il est important que cet équipage arrive à bon port. Un camion-citerne feu de forêt ancienne génération se retourne, c'est au moins 2 morts, minimum, c'était le minimum de la facture, et souvent 4. Bien sûr, il ne faut pas attendre des accidents pour pouvoir s'interroger sur les dangers qu'il peut y avoir sur intervention. Et ça, on en est tous conscients, et je crois qu'aujourd'hui, c'est une certitude. Effectivement, je crois que cette conscience du danger, elle existe dans l'esprit de tous les sapeurs-pompiers en intervention. Ça a été là le point de départ d'une nouvelle réflexion qu'on s'est obligé à mener. Travailler ensemble, c'est venu juste après l'accident de l'Oriole, où 5 pompiers sont morts. On savait tous que ça pouvait arriver à n'importe lequel d'entre nous. On a senti forcément qu'il fallait changer certaines habitudes sur des situations d'intervention, des procédures, etc. C'est à partir de ce moment-là qu'en fait est née l'idée pour nous de passer le cap du simple échange, mais de véritablement tenter de construire ensemble un vrai projet nous fédérant, mutualisant nos ressources, nos compétences, nous permettant d'échanger sur nos projets, mais éventuellement même de construire des projets ensemble. Quand on se prépare à l'intervention, pourquoi on se prépare à l'intervention ? Pour avoir un geste parfait, pour mieux sauver l'autre et pour assurer sa sécurité. On n'est pas là pour se tuer. Et donc là, on doit, plus qu'en situation opérationnelle, multiplier les dispositifs de sécurité. Elles sont bloquées ou en position ouverte. Alors, fond complet, côté complet, plafond complet. On s'est rendu compte qu'on ne formait pas les gens sur le feu réel. On les formait sur des techniques qu'ils apprenaient par cœur, sur de la méthodologie qu'ils apprenaient par cœur. En revanche, cette perception de l'intervention et du feu en particulier, on ne les formait pas là-dessus. Qu'est-ce que j'adapte et qu'est-ce que je fais en fonction du diagnostic que j'ai. Donc ça, c'est ce qu'on évoque plutôt sur intelligence dans la situation. Et que plutôt que de construire des compétences chez le stagiaire qui sont la reproduction de gestes, j'allais dire bête et méchant, eh bien on chercherait plutôt à construire des compétences sur le diagnostic et qu'en fonction de ce qu'il trouve, du coup, la réponse n'est pas la même. Le problème de l'opérationnel, c'est que l'unité de travail, elle change tous les jours. Et quand on intervient déjà dans des situations qui sont dégradées. Donc l'évaluation du risque, elle est différente à chaque opération. Donc écrire des GNR, écrire des théories, ça donne une bonne base, mais ça reste une base, puisque chaque agent, chaque sapeur-pompier devant une situation donnée, devra systématiquement faire cette évaluation du risque, consciemment ou inconsciemment. Souvent toujours cette vision du terrain. Et je pense que la réglementation est très là-dessus aussi quand elle dit qu'il faut évaluer les risques au poste de travail, notamment. Donc c'est ce besoin de remonter des acteurs, des gens qui pratiquent tous les jours, qui est le plus important. Évacuation, on ne se pose pas de questions, on s'en va. On n'attend pas 10 secondes. Évacuation, on fait cliquer ses claques en marche arrière. La prescription, il la faut, elle est nécessaire, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, pas de problème. Mais qu'il faut qu'on amène les gens plus près de leur vraie activité de tous les jours. C'est ça qui est le plus intéressant. Et c'est grâce à ça qu'on aura des gens qu'on mettra dans l'activité le plus proche possible de la vraie activité. Le T, le O, le Z sont classés plus ou moins dans l'ordre croissant de quantité d'eau. L'intervention, c'est toute une équipe qui travaille au quotidien et qui se prépare au quotidien pour intervenir en équipe le mieux possible.
On a la chance ici à Andros, mais je le sais dans tous les départements désormais, d'avoir des services qui fonctionnent très très bien, qui font des analyses d'accidents de façon à faire en sorte que lorsqu'on a découvert des causes précises d'accidents, on puisse travailler sur ces causes et faire en sorte qu'elles disparaissent au fil du temps. Le préfet de la Drôme avait demandé en interservice, et ça c'est important, différents services intervenant sur la voirie, de travailler à des solutions techniques, organisationnelles et humaines pour optimiser la sécurité des agents sur la voie publique. Donc ce travail a permis d'optimiser la sécurité de nos agents sur intervention. On est bien dans la sécurisation d'une zone d'intervention en travaillant à la fois sur la protection collective et sur les mesures de protection individuelle, les équipements de protection individuelle. Dorénavant, lorsqu'on intervient sur des accidents sur la voie publique, on utilise notre VSEC pour la protection du personnel. Et c'est vrai que plusieurs fois, lors d'opérations, ça a montré ses preuves. Ce travail a donné lieu à un véhicule, donc ça c'est l'aspect technique, visible, à des procédures de balisage connues de tous les services. Et donc, pour parachever notre action, l'ensemble de nos sapeurs-pompiers et l'ensemble des intervenants des différents services ont tous été formés à la mise en œuvre de ces procédures. Donc on est bien sur les trois aspects, l'aspect technique, l'aspect humain et l'aspect organisationnel. On travaille sur la haute visibilité, que ce soit pour des véhicules ou pour des équipements de protection individuelle. On travaille sur trois facteurs essentiellement. Le silhouettage, sur les surfaces fluorescentes et rétroréfléchissantes. Fluorescente, c'est la visibilité jour. Rétroréfléchissante, c'est la visibilité nuit. Et on travaille sur les contrastes. Le rouge contraste avec le jaune. Voilà. La couleur jaune parce que c'est la couleur que l'œil voit le mieux également. On travaille avec des ophtalmologistes à ce sujet. C'est vrai que la coutume veut que les véhicules pompiers soient rouges. Moi personnellement ça me choque pas puisque l'étude a été menée que le jaune de nuit est plus visible par rapport au rouge. Donc pour la sécurité, si ça a un plus, tant mieux. Après le reste, les coutumes sont faites pour être changées, donc pas de souci. Est-ce que le matériel est adapté par rapport au risque? Est-ce qu'on n'a pas du matériel qui est surperformant par rapport au risque et à l'exposition qu'on en a? On se repose toujours dans la problématique probabilité, gravité et savoir où on se place sur l'échelle. Les premiers matériels, c'était des matériels où on ne visait que l'opérationnalité. C'était, on y allait, il nous fallait de l'eau, une pompe, une lance pour éteindre, point barre. On s'est aperçu malgré tout que ça avait des conséquences en termes de sécurité puisqu'il y a eu pas mal d'accidents. Donc l'évolution sur ce camion-citerne feu de forêt moyen livré en 2007, la grosse évolution c'est surtout la double cabine par rapport aux anciens camions. Double cabine équipée d'un volume de survie par un arceau de sécurité. Et donc on a dit il faut protéger le véhicule parce que c'est le seul moyen de les protéger, c'est leur nid entre guillemets sur intervention. Donc il faut absolument protéger le véhicule. Donc vous verrez qu'on a trouvé une solution pour protéger le véhicule, une autoprotection on appelle ça avec de l'eau. Et une fois qu'ils sont dans le véhicule, le problème c'est qu'il faut de l'air parce qu'une fois que le feu arrive et qu'il passe, l'air est extrêmement chaud d'une part mais surtout très pauvre en oxygène. Donc à l'intérieur des véhicules nouvelle génération, il y a des bouteilles d'air, des masques qui leur permettent d'être protégés. Et en plus, ils ont la possibilité de mettre un poncho qui est un vêtement réflectorisé pour évacuer la chaleur, en tout cas éviter que la chaleur les touche et les brûle. Donc c'est le jour, la nuit, on va dire, entre les véhicules ancienne génération et nouvelle génération. On voudrait bien, si vous voulez, le compromis de ce véhicule et de celui-là, c'est-à-dire un véhicule avec un petit encombrement, mais avec le niveau de sécurité de celui-là. Le risque infectieux, donc le risque biologique, il est donc présent en permanence sur chaque intervention. À partir du moment où on prend en charge une victime, eh bien, il y a un risque biologique à la fois pour la victime, mais il y a un risque aussi pour le sauveteur. Sur un accident de la route dans une voiture, parce qu'on n'est pas à l'aise aussi, parce que s'il faut désincarcer, forcément il faut attendre le véhicule qui vienne, il faut attendre le médecin qui vienne faire tout son boulot, les picousses de calmant pour sortir la personne, c'est pas n'importe comment. Effectivement, c'est une fracture et puis forcément que c'est ouvert, n'importe quoi.
On va se débrouiller on va faire effectivement mettre de la bétadine désinfectant et envelopper avec un drap stérile, forcément. Avant, on le faisait peut-être un peu moins, effectivement. On mettait un drap avant. Il y a 15 ans maintenant, on mettait un drap blanc dessus, oui, forcément. On mettait un drap blanc, on n'avait pas tout ce qui était drap stérile. Et puis, on n'avait pas le même matériel, effectivement. Le matériel a évolué pour ça. Mais heureusement que ça a évolué. On a des combinaisons spéciales, blanches, qu'on va se mettre sur nous ou qu'on va mettre sur la victime directement. Ça a déjà arrivé, en fait, on met directement la personne dans la combinaison, on lui met le bonnet, on lui met un masque, tout ça, pour éviter un drap aussi par-dessus, pour la protéger au maximum, pour éviter que ça vienne sur nous. On insiste sur les conditions de prise en charge des victimes. Il y a quand même un certain nombre de choses qui sont très simples à mettre en œuvre et qui sont très efficaces. On sait que la transmission des maladies infectieuses, elle se fait principalement par voie manuportée. Donc ça, c'est des choses c'est un message qu'on entend régulièrement à l'hôpital, qu'on entend régulièrement un petit peu partout. En fait, ce qu'ils viennent, c'est qu'ils nous font des informations, en fait, des moments le matin pendant la manœuvre. Ils viennent, ils nous donnent des informations en fait, sur l'hygiène, savoir comment ça se passe, comment on se lave les mains, ce qu'on doit utiliser, les gants, les moyens en fait, pour nettoyer les ambulances. Donc le nettoyage des USAB, des surfaces et du matériel qui a été utilisé, il fait partie intégrante de l'intervention. Ça, il faut bien qu'ils aient ça à l'esprit. Que l'intervention ne se termine pas une fois que la victime est posée à l'hôpital, mais se termine une fois que tout le matériel a été reconditionné correctement. Dans le département de l'Ain, on était sensibilisés au problème de la grippe aviaire dès décembre 2005. Et puis on était confronté à la crise entre février et avril 2006 avec la contamination de la faune sauvage et ensuite d'un élevage par le virus de l'influenza aviaire. Le choix de notre tenue, on essayait de trouver une tenue qui soit utilisée très, très facilement. Là, la tenue que l'on a actuellement, un sapeur-pompier seul peut s'habiller en moins d'1 minute 30, tout seul, et il est protégé complètement. Donc on a travaillé sur la procédure pour limiter le nombre d'étapes et d'utiliser un vocabulaire concis et simple, de façon à ce qu'on puisse le mémoriser pendant l'intervention. Le Cap Santé, c'était un petit peu le constat qu'il y avait un nombre important d'accidents de service, et en particulier au niveau du sport. Et on s'est dit, il faudrait peut-être trouver les moyens pour pouvoir faire diminuer cette accidentologie. C'est pas facile de travailler dans la sensibilisation des personnels, pour dire que chacun est acteur de sa propre santé, chacun est acteur aussi du fonctionnement du SDIS. Le document, le Cap Santé, donc a été diffusé à l'ensemble des personnels en mars 2008. Mais il est le résultat d'un travail d'un groupe de projet qui a travaillé pendant un an avec notamment une interview de l'ensemble des personnels pour faire le constat de la situation du sport au sein du SDIS 42. Il n'y a pas de blessés non. Ce qu'on va faire, on va attaquer par s'échauffer comme d'hab. Ensuite, je fais un petit rappel sur les règles de jeu. En ce qui concerne le plan Cap Santé, je pense que c'est plus des mesures. Il y a certaines mesures collectives, notamment l'organisation des séances, mais dans le plan Cap Santé, dans le mot santé, de l'hygiène de vie, c'est plus effectivement, à mon avis, des mesures individuelles. C'est à chacun de savoir quelles sont ses limites dans la consommation d'alcool, de tabac, que je ne conseille pas, bien entendu. Donc en fait, je crois qu'on peut faire beaucoup de choses, mais il faut éviter le trop. On a discuté avec des médecins du sport, et en particulier un cardiologue du sport, qui nous a expliqué qu'il serait bien bon chez les sapeurs-pompiers de plus de 40 ans
Mais surtout, ces sapeurs-pompiers qui ont des facteurs de risque, puisque on touche une population générale, et dans cette population générale, on a des gens qui ont des facteurs de risque. Il serait bon quand même de voir leur activité physique à l'effort, et en particulier la réponse cardiaque à l'effort. Et c'est pour ça qu'on est parti sur la généralisation pour les plus de 40 ans, mais aussi pour ceux qui ont des facteurs de risque, la mise en place de l'électrocardiogramme d'effort. Le jeu, c'est d'arriver à amener le frisbee dans la ligne d'en-but adverse. Okay, quand on a le frisbee à la main, on n'a pas le droit de se déplacer, ou alors il faut le claquer. Le plan n'est pas uniquement, et la philosophie du plan n'est pas uniquement concentrée sur le rendu opérationnel ou le rendu au travail. Il est bien clair pour nous que les agents doivent prendre conscience que avoir une hygiène de vie saine, c'est bon pour leur santé au travail, pour leur santé personnelle. Début qu'on a mis en place donc les équipements de protection individuelle, il fallait qu'on trouve une solution permettant d'identifier avec un numéro unique nos équipements. Donc notre choix s'est porté donc sur la puce électronique et le code barre. Donc on a limité le risque d'erreur au niveau de la saisie manuelle. Donc aussi notre puce nous permet de localiser tous nos équipements du département tant qu'elles soient sur un agent ou dans un stock. Donc ce qui nous permet de faciliter nos inventaires. On s'est aperçu qu'on avait beaucoup d'outils à réparer. On a créé ce poste uniquement pour le matériel de désincarne. Donc on s'est servi de l'existant. Donc on a un pont roulant qui nous permet de porter tous les outils qui sont lourds. Et on a créé un grand établi, un espace avec 2 postes de travail, parce qu'on a pensé que, bien sûr, un poste, ça suffirait peut-être pas, puisqu'on grandit de plus en plus. On a créé des distributeurs hydrauliques qui nous évitent de nous déplacer, d'aller chercher de l'huile. Donc on a un distributeur. On a un groupe qui nous permet de contrôler nos outils en pression, parce qu'on travaille à des pressions quand même au moins de 720 bars. Donc il ne faut pas non plus qu'on soit 10 à travailler autour. Donc il faut vraiment que ce soit une personne, quand elle fait ça, elle pense qu'à son travail, elle ne va pas à droite à gauche. En 1999, on est passé de département, et de 300 véhicules, on a eu 3 à 4 fois plus de véhicules, c'est-à-dire qu'on a eu entre 1000 et 1200 véhicules en totalité, quoi. Donc il a fallu adapter la logistique, qui était basée au départ sur la courrier, et qu'il a fallu passer après en départementalisation. Donc augmenter les postes de travail. On a voulu faire la polyvalence, que chacun soit polyvalent, qu'il puisse toucher à tout par rapport à la monotonie du magasin, parce que c'est quand même assez monotone quand on sert que des pièces, quand on fait que de la réception. Donc on a voulu que chaque personne soit autonome. Vrai sapeur-pompier. C'était quelqu'un qui rentrait dans un feu sans protection et qui était capable de sortir sans tousser. Ça, c'était un vrai pompier. Aujourd'hui, vrai pompier, c'est celui qui met ses équipements de protection individuelle. C'est une révolution culturelle, ça. C'est un gros challenge. On est encore face parfois à un décalage de perception. Le sapeur-pompier rentre un petit peu dans un esprit de culture de la prise du risque. Et ce qu'on doit dès le début lui apporter, c'est qu'il rentre dans une structure où il y a une vraie culture de prévention, une culture de sécurité, une culture où l'acceptation du risque est aussi, fait partie de l'activité, mais elle ne se fait pas au détriment de la prévention et de la préservation de soi. Quels que soient les dispositifs, si le comportement est
pas adapté, s'il est dangereux, on aura toujours des accidents, quoi. Donc d'abord, c'est de faire comprendre aux gens que c'est eux les acteurs de leur propre sécurité et que s'ils appuient un peu trop sur le champignon qu'ils ont sous le pied droit, ils seront toujours en danger. Je pense que les gens changent leur regard sur la formation. C'est plus je vais à la formation, je dois faire ma formation, c'est je vais à la formation pour essayer d'apprendre quelque chose et d'être peut-être pas meilleur, mais plus compétent peut-être. Je sais pas si on peut dire ça. Mais... La chose la plus importante qui peut vous arriver, c'est d'avoir un sapeur-pompier blessé ou tué en intervention. C'est la chose la plus importante. Et donc, derrière, si vous n'êtes pas capable de regarder les gens en face, en se disant que vous aviez tout fait ce qu'il fallait pour que ça n'arrive pas, eh bien, la gestion du corps de sapeur-pompier est difficile. Ça, c'est une réalité. Mais je crois que cette équipe, elle tient aussi, et cette profession est intéressante à ce niveau-là, parce que justement, on ne se contente pas de se dire que tout fonctionne bien. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, on se le dit avec les mots et les personnalités de chacun, mais en tout cas, les choses sont dites, et ça permet vraiment d'avancer plus vite que si on se disait que tout va bien.